Laisser la parole, avant de laisser la parole au docteur Ganji qui va vous présenter les différents intervenants, je vais prendre 3 minutes pour vous parler d'EndoFrance et je vais partager mon écran. Voilà. Donc, EndoFrance, c'est une association qui existe depuis 23 ans maintenant et qui a trois missions principales qui sont de soutenir, informer, agir. Donc, on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. On va informer le public sur la maladie et agir avec des professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins. Et c'est typiquement ce que nous avons fait dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été annoncé en février 2022, janvier 2022, pardon, par le président de la République. Nous avons œuvré avec les équipes ministérielles, les pouvoirs publics, les associations et les professionnels de santé pour essayer de définir les impératifs dans la prise en charge de l'endométriose. Nous veillons bien évidemment à la mise en œuvre de cette stratégie. Nous sommes en réunion régulière avec les équipes ministérielles. EndoFrance est une association qui est animée par, d'abord qui est soutenue par 3000 adhérentes à jour de cotisation. Ce sont les seules ressources de l'association. Et nous sommes suivis par un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux. Et nous avons une équipe entièrement bénévole, plus de 115 aujourd'hui bénévoles qui sont répartis sur toute la France et qui ont des missions de sensibilisation et d'information. Les principales missions qu'elle mène, ce sont deux axes, hein, la sensibilisation pour les plus jeunes, mais aussi les sensibilisations en entreprise pour informer de l'impact du quotidien d'une personne atteinte d'endométriose et comment ça va venir gêner le travail, et gêner le quotidien professionnel et ce qu'on peut mettre en place pour améliorer tout cela. Parmi les actions qu'elle mène chaque année, ça tient vraiment une grande part puisque c'était une cinquantaine de sensibilisations en milieu scolaire en 2023 et 35 en entreprise. Près de 700 actions ont été menées en 2023, alors du groupe de parole pour femmes atteintes d'endométriose, pour leur entourage, etc., à la table ronde avec des professionnels de santé pour, par exemple, parler de la gestion de la douleur, ou de la conférence avec des médecins pour parler de la prise en charge de l'endométriose. Nous recevons énormément de dons et ces dons sont entièrement reversés à la recherche. Et depuis 2016, c'est près de 400 000 euros qui ont été versés à des équipes qui travaillent sur la recherche clinique ou fondamentale en matière d'endométriose. Nous avons un parrain, une marraine, Laetitia Milo, qui est notre marraine, qui nous a beaucoup aidé à médiatiser l'association et nous a notamment offert des spots de sensibilisation. Et Thomas Ramos, notre parrain, qui lui va porter la voix des conjointes et des conjoints et qui lui accompagne sa femme atteinte d'endométriose. EndoFrance est une association titulaire de deux agréments ministériels, santé et éducation nationale. Et puis, c'est aussi des outils que l'on met à la disposition de tous. Alors, d'abord, deux ouvrages, Idées reçues sur l'endométriose, c'est la troisième édition. Elle est co-rédigée avec des médecins. On part des principales idées reçues sur la maladie. Par exemple, la grossesse guérit l'endométriose. Et un médecin en trois ou quatre en 3 ou 4 pages, va pouvoir répondre, confirmer ou infirmer l'idée reçue. La troisième édition vient tout juste de paraître et elle est disponible dans toutes les librairies. L'endométriose de Clara, un format BD qui s'adresse aux plus jeunes, 15-25 ans, pour leur donner les signes qui pourraient amener à penser à l'endométriose, même si toutes les douleurs de règles, et c'est dit dans l'ouvrage, ne sont pas euh, synonymes d'endométriose, il y a quand même des signes qui doivent alerter, ou en tout cas, même si ça n'est pas de l'endométriose, amener à une consultation. C'est basé sur des témoignages réels, on y parle d'errance médicale, on y parle d'errance diagnostique, mais aussi de prise en charge, et c'est volontairement optimiste. Le livre blanc endométriose et emploi, qui sert de support à toutes nos sensibilisations, et un dernier né, le Serious Game,
endotravail, pardon, qui lève le tabou sur l'endométriose au travail. On se met dans la peau du personnage atteint d'endométriose et les choix qu'elle doit faire entre assister à des réunions importantes ou aller à son rendez-vous d'IRM qu'elle attend depuis 8 mois. Et en fonction de ces choix, on va pouvoir avoir des informations, voir déjà les réactions des managers, des collègues, et puis aussi avoir des informations plus précises sur la maladie elle-même et le rôle notamment de la médecine du travail. Et enfin, des outils que l'on met à la disposition des médecins, des professionnels pour expliquer la maladie aux patientes pendant la consultation. C'est notamment la physiopathologie, donc des schémas qui vont expliquer les lésions, expliquer la différence entre adénomyose et endométriose, par exemple. Donc, c'est un petit livret imprimé et relié pour pouvoir être utilisé pendant la consultation, pardon. Et puis, le dernier, j'y reviens ou pas. Ça ne veut pas. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai eu plein de pop-up qui se sont ouverts. Ça n'est pas grave. Et le dernier, c'est un fascicule qui s'appelle euh, Comprendre une endométriose, que vous pouvez obtenir sur notre site internet aussi en téléchargement et qui vous explique ce qu'est la maladie. Vous pouvez regarder ça en compagnie de votre conjoint, de votre conjointe, en famille, pour mieux comprendre la maladie ensuite et vous poser les bonnes questions quant à sa prise en charge. Pour terminer, les bénévoles qui font un travail formidable tout au long de l'année, nous en avons dans chaque région de France. Elles peuvent vous aider à vous orienter vers des médecins ou des professionnels de santé. Nous avons mis également en lien les sites vers les filières de soins dédiées à l'endométriose qui sont aujourd'hui construites et qui disposent d'un site internet. Vous pouvez aussi trouver de l'information, bien évidemment, auprès de ces filières de soins, mais les bénévoles sont à votre disposition si vous avez la moindre question et la page calendrier de nos événements. Il y a plusieurs dizaines d'événements qui sont réalisés chaque mois par nos bénévoles. N'hésitez pas à vous inscrire pour y participer. Voilà, et maintenant je vais laisser la parole à Monsieur Ganji. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette explication très claire de cette association qui effectivement vient à l'aide à tous les patients. Moi, je m'appelle Afshin Ganji, je suis professeur de radiologie interventionnelle à Strasbourg. On a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe spécialisée qui va nous parler de traitement de l'endométriose pariétale. Dans un premier temps, le premier thème est consacré à deux collègues gynécologues experts en endométriose qui vont nous expliquer surtout la symptomatologie, les traitements actuellement en place, qui sont les docteurs Émilie Faller et docteur Aline Host. Ensuite, on aura un deuxième thème qui sera consacré à l'imagerie, au diagnostic par imagerie de l'endométriose, comment on fait le diagnostic de cette pathologie par des images, et c'est par professeur Catherine Roy, qui est professeure en radiologie diagnostique. Et enfin, le troisième thème est consacré à la cryothérapie, qui va être présenté par professeur Marie Farouche et docteur Roberto Luigi Casato, qui sont tous les deux des radiologues interventionnels qui vont vous expliquer la technique, les indications, les résultats de la cryothérapie. Sans perdre de temps, je passe la parole directement à Dr Faller, gynécologue. Merci beaucoup. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez mon écran? Alors oui, Émilie, par contre, il faut que tu te mettes en plein Absolument. écran. Voilà. Est-ce que c'est bon Parfait. là? Non, on a dans les paramètres d'affichage. Non, en fait, c'est en Alors, Macintosh, le Macintosh qui fait ça. de quoi? C'est le Macintosh, tu as un Mac, c'est ça? Non, 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 j'ai un PC, mais j'ai un double écran, c'est peut-être pour ça. Oui, Ah il oui, faut c'est un cliquer double sur les écran, paramètres absolument. d'affichage en haut. Va dans les paramètres d'affichage, Émilie, on va te guider. Paramètres C'est d'affichage. là, dans le Tu as bandeau tout en haut. Dans le en haut. bandeau. Ah oui, oui, voilà. Ok. Paramètres d'affichage. Dupliquer le diaporama, ça devrait être bon, non? Ouais. Voilà. Ah, ça a tout fermé. On recommence. Ça, on Non, va y c'était arriver. sur basculer les écrans normalement. C'est C'est bon là? là où... Ouais. Oui, c'est parfait. Voilà, donc bon, ben, merci à tous. Merci beaucoup au laboratoire Boston Scientifique et à l'association Endo France, dont je fais partie du comité scientifique,
pour ce webinaire consacré à l'endométriose pariétale. C'est assez rare qu'on en parle, donc on a beaucoup de chance d'avoir une vision globale ce soir de la maladie et de cette forme très particulière d'endométriose dont on ne parle pas tous les jours. Donc moi, mon rôle ce soir, c'est déjà de parler un petit peu globalement de ce qu'est l'endométriose et de vous dire ensuite quelle est cette particularité de l'endométriose pariétale. Ah, le diapo passe pas. Voilà, c'est bon. Donc, on va faire quelques rappels d'anatomie assez brefs, parler de l'endométriose en général, puis je vous dirai qu'est-ce que c'est l'endométriose pariétale et je passerai la main ensuite à ma collègue Aline Host pour les traitements. Donc, j'aime bien faire des petits rappels d'anatomie de la femme parce qu'en fait, quand on regarde des livres d'anatomie, bah, souvent, on a une très mauvaise vision de ce qu'est l'anatomie en vrai, parce qu'on a cette vision de l'utérus qui est un petit peu suspendu en l'air dans le bassin de la femme. Et en fait, l'utérus, c'est pas du tout comme ça. Donc, vous avez l'utérus, c'est le 1, je sais pas si vous voyez ma souris, les trompes sur les côtés, les ovaires en blanc. Et cet espace libre au niveau du chiffre 7, c'est le cul-de-sac de Douglas. Derrière l'utérus, on a les ligaments utérosacrés, qui sont des ligaments qui vont de l'utérus jusque dans le dos, jusqu'à l'os du sacrum, l'os des fesses. Et à la jonction de ces utérosacrés, on a ce qu'on appelle le torus. Donc, quand les patientes ont très souvent de l'endométriose, des ligaments utérosacrés ou du torus. Et en fait, à l'intérieur du ventre, donc ça c'est une vision cœlioscopique, ça veut dire que c'est une opération où on a gonflé le ventre avec du gaz, donc on a décollé les organes. Non, dans la vraie vie, il n'y a pas ce gaz et tous ces organes sont collés, ce qui fait que les trompes et les ovaires sont dans ce cul-de-sac de Douglas qu'on appelle le puits de fertilité. C'est là que peut se passer la fécondation. Et donc, les ligaments utérosacrés, ils sont tout au fond du vagin. Donc, quand on a de l'endométriose au niveau des ligaments utérosacrés, ça peut expliquer des douleurs pendant les rapports profondément quand ça touche au niveau de ces utérosacrés. Et ce qui est aussi important à savoir au niveau de l'anatomie, c'est qu'à l'intérieur du ventre, le papier peint dans le ventre, toute la paroi du ventre est recouverte par ce qu'on appelle le péritoine. Le péritoine, c'est ce qu'on voit au fond et qui est tout lisse et tout rose quand il est normal. Donc, on peut aussi avoir de l'endométriose du péritoine qui atteint de façon plus ou moins générale ce papier peint dans le ventre. Donc là, il faut avoir aussi quelques petites notions d'hormones, de cycle hormonal. Donc, qu'est-ce que c'est les règles? Donc, les règles, à partir de la puberté, le cerveau, donc l'hypothalamus et l'hypophyse vont envoyer un signal à l'appareil génital féminin pour dire à la petite fille que maintenant elle est une adolescente et qu'elle va pouvoir procréer. Et donc, les hormones du cerveau, l'ALH et la FSH, qui sont sécrétées par l'hypophyse, vont envoyer un signal aux ovaires pour dire que tous les mois, il va falloir se préparer à être enceinte. Donc, tous les mois, sous l'effet de ces hormones, l'ovule va commencer à se préparer, à ovuler, mais aussi l'utérus va se préparer. Et donc, à l'intérieur de l'utérus, il va y avoir l'endomètre qui va s'épaissir pour accueillir l'embryon si on est enceinte. Mais si on n'est pas enceinte, à la fin de ce cycle hormonal, il va y avoir une desquamation. Cet endomètre va partir et va couler naturellement par le col et c'est ce qu'on appelle les règles. Et ça, c'est un phénomène normal. Donc, qu'est-ce que c'est l'endométriose? Eh bien, en fait, c'est cet endomètre qui n'est pas à sa place normale. Donc, c'est du tissu qui est la même chose que cet endomètre, mais qui n'est pas dans l'utérus et qui va tous les mois, sous les mêmes effets que toutes les autres cellules de l'endomètre, sous l'effet des hormones, va s'épaissir, va saigner au moment des règles. Et ce saignement qui est dans un endroit anormal va créer beaucoup d'inflammation et de douleur. Donc, classiquement, il y a trois formes d'endométriose. On a l'endométriose superficielle, donc ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, c'est une vision un petit peu plus rapprochée du ligament utérosacré. Et vous voyez que ce n'est pas tout lisse et tout rose et que vous avez ces petites lésions bleutées, ces lésions blanches, ces lésions rouges et qui sont des lésions du péritoine. Et donc, quand on les enlève, ces lésions, bah, c'est des cellules d'endomètre. La même chose que ce qu'il y a au niveau de l'utérus. Et donc, ces cellules sont capables, sous l'effet des hormones, de saigner, mais comme elles sont coincées,
elles peuvent pas sortir, elles se collent et petit à petit vont faire des nodules. C'est ça qu'on appelle les nodules. C'est des cellules qui sont collées entre elles. Et donc, quand c'est tout petit, mais que c'est sur des nerfs, par exemple, bah, ça peut faire très mal. Ça, c'est l'endométriose superficielle. C'est pas des grosses lésions, mais elles peuvent être très douloureuses quand même. Ensuite, on a les kystes au niveau des ovaires qu'on appelle les endométriomes. Donc, vous voyez que les ovaires, par rapport à tout à l'heure, ils sont énormes, ils sont collés entre eux, et les kystes d'endométriose sont à l'intérieur des ovaires. Donc, à l'intérieur de l'ovaire, on a les mêmes cellules d'endomètre et à chaque fois que ça saigne, ça va saigner dans l'ovaire et petit à petit, l'ovaire va se gonfler. Et dans ces kystes, on trouve du liquide comme du liquide des règles. Donc, c'est très particulier comme kyste. C'est vraiment typique. Et c'est pour ça qu'en échographie et en IRM, on peut avoir des images qui sont vraiment typiques. On n'a pas besoin de les enlever pour être sûr que c'est ça. C'est vraiment des kystes qui ne ressemblent à rien d'autre. Et ensuite, on a l'endométriose profonde qui a différentes gravités et qui est par définition une endométriose qui va passer sous le péritoine, au moins 5 millimètres. Et cette endométriose profonde, elle va créer des nodules, des adhérences. Vous voyez que le cul-de-sac de Douglas qu'on voyait tout à l'heure qui était libre, et ben là, il est complètement bouché. Il y a des adhérences, il y a des kystes au niveau des ovaires et on comprend bien que avec des adhérences comme ça et des formes comme ça, on peut avoir très mal, mais aussi qu'on peut avoir parfois des difficultés à avoir un bébé. Donc l'endométriose, c'est une maladie de l'endomètre, une maladie inflammatoire. Et à force d'avoir tous les mois des saignements dans ces localisations qu'on appelle ectopiques, qui ne sont pas dans un endroit normal, et ben ça va créer plus ou moins des nodules qui vont se développer, des adhérences entre les organes et finalement faire des fois des formes très importantes, très sévères, où tous les organes sont collés entre eux. Donc les douleurs et les problèmes de fertilité, c'est à cause de tout ça, de cette inflammation chronique. Ce qui est très particulier dans cette maladie, c'est qu'on peut avoir de l'endométriose, mais que ça ne soit pas grave. Parce que si on n'a pas mal, si on n'a pas de problème de fertilité, mais qu'on a ces cellules de l'endomètre dans le ventre qui ne sont pas à leur place, c'est pas forcément une maladie. La maladie, ça vient quand on a des douleurs, quand on a des problèmes pour avoir des bébés. Et ça, c'est une maladie très bizarre parce qu'il n'y a pas de corrélation entre l'importance des symptômes et la gravité de la maladie. On peut avoir une forme très grave, une endométriose pelvienne profonde, comme on a vu avec beaucoup d'adhérence, et une femme qui n'aura pas du tout de douleur, voire même qui arrivera à faire des bébés facilement, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Et des filles qui ont une endométriose superficielle avec des toutes petites granulations, mais qui ont très très mal et qui parfois peuvent avoir des problèmes de fertilité. Donc ça, c'est l'endométriose classique. Donc à quoi c'est dû l'endométriose? C'est un grand mystère. On ne connaît pas une seule cause. On sait qu'il y a plusieurs causes. Alors il y a l'hypothèse du sang des règles qui reflue. On sait qu'il y a des problèmes immunitaires. Il y a probablement des gènes, mais pas un seul gène, plusieurs gènes avec des facteurs environnementaux qui vont agir sur ces gènes. On n'a pas de vraie explication de pourquoi ça se passe, mais on sait que c'est très fréquent. Et donc, comme on n'a pas d'explication, on n'a pas de traitement étiologique. Allô? Il y a une question ou... Non, c'était une petite... Donc, est-ce que c'est fréquent et c'est grave? Donc, je me dépêche un petit peu. C'est 10% des femmes en âge de procréer, plus de 3 millions de femmes en France, énormément de femmes en Europe et dans le monde. Donc, c'est pas du tout une maladie rare, c'est une maladie très fréquente. Son problème, c'est que bien longtemps, ça a été banalisé. Les douleurs de règles étaient banalisées, les douleurs des femmes étaient banalisées et on a perdu beaucoup de temps à essayer à connaître cette maladie. Et c'est grâce notamment à Endo-France et aux associations de patientes que ça a bougé depuis une quinzaine d'années, que maintenant on essaye de rattraper ce retard parce que jusque-là, les diagnostics étaient de 7 à 10 ans. Et pendant 7 à 10 ans, la femme a mal, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle a une altération de sa qualité de vie personnelle, professionnelle, et on rentre dans un cercle de douleur chronique très important avec des arrêts de travail, un coût socio-économique pour la société très important chez des femmes jeunes qui ont envie de vivre. Donc, heureusement, ça change un petit peu. Au niveau de la fertilité, c'est un facteur de risque d'infertilité, mais heureusement,
la majorité des patientes n'auront pas de problème. On a quand même une grande proportion, 30 à 40% de patientes qui auront des problèmes de stérilité. On sait qu'il y a plusieurs stades de l'endométriose, mais ce n'est pas corrélé aux douleurs. Il peut y avoir, on sait aussi qu'il y a des maladies qui sont plus ou moins agressives. Il y a des formes qui ne vont pas évoluer tant que ça, et des formes plutôt, et des certaines formes qui vont être très agressives, qui vont revenir vite même après une opération. Et donc, il faut essayer d'avoir un diagnostic le plus précoce pour essayer le plus rapidement possible de bloquer la maladie et les douleurs pour pas rentrer dans des douleurs chroniques qui vont entraîner des problèmes ensuite. Donc, les symptômes rapidement. Je vais aller vite. Donc, pour les médecins, en général, on essaye de leur faire passer le message, d'essayer de trouver les 5D. Les 5D, c'est la dysménorrhée, c'est la douleur de règles, c'est le plus grand symptôme évocateur d'endométriose. Les dyspareunies, c'est les douleurs pendant les rapports. La dyschésie, c'est la douleur pour aller à la selle. C'est schématique, hein. La dysurie, c'est une douleur, une difficulté pour uriner. Et la douleur pelvienne chronique, c'est cette douleur qui va ne plus être que pendant les règles, mais aussi tout le temps. Parce qu'à force, quand on a des nodules, on n'a pas mal que pendant les règles, mais on a aussi mal tout le temps. Mais la majorité des douleurs sont cycliques, ça veut dire pendant les règles. Comment on fait le diagnostic? Un examen chez son gynécologue avec un toucher vaginal peut montrer des nodules d'endométriose. On fait bien sûr pas ça chez une patiente qui n'a pas eu de rapport. Donc une patiente qui a eu des rapports, on peut lui faire un examen doux avec son consentement pour essayer de chercher les endroits qui lui font mal, les nodules d'endométriose. C'est des fois pas très agréable, mais pour nous, c'est très informatif. Donc, quand c'est possible, c'est bien de pouvoir faire ça. L'échographie pelvienne, on passe aussi par le vagin parce que quand on fait une échographie par le vagin, on met la sonde au plus près des nodules et notamment au niveau des kystes et au niveau des ligaments utérosacrés. Et on peut avoir énormément d'informations. C'est assez facile à faire. Tous les gynécologues ont un échographe dans leur cabinet quasiment. Donc on fait une échographie, on cherche des kystes d'endométriose. Ça, c'est très facile à voir. L'adénomiose, c'est facile à voir. C'est l'endométriose de l'utérus. Et puis, quand on a besoin, on fait une IRM spécialisée où on va chercher des choses plus spécifiques. Et il faut avoir différentes idées pour regarder comment est l'utérus. Est-ce qu'il y a de l'adénomiose? Donc, est-ce qu'il y a de l'endomètre qui s'est mis dans la paroi de l'utérus et qui donne des règles douloureuses et abondantes? Est-ce qu'on a de l'endométriose entre l'utérus et la vessie, entre l'utérus et les intestins? Et on va regarder sur les côtés s'il y a des kystes, s'il y a des trompes dilatées et éventuellement si dans les muscles, il y a des nodules d'endométriose. Donc l'endométriose pariétale, c'est de l'endométriose qui s'est mis dans les muscles de la paroi abdominale. Donc c'est toujours les mêmes cellules d'endomètre qui se sont mis dans la paroi. Donc l'incidence ou la probabilité, elle est assez faible dans tous les articles scientifiques, 3,5% maximum, mais c'est très peu connu, donc sûrement très sous-estimé parce que le diagnostic, on passe très souvent à côté parce que les médecins n'y pensent pas. Donc c'est très souvent après une césarienne, mais parfois c'est après une cœlioscopie, par exemple, mais c'est aussi, on voit aussi des cas de patientes qui n'ont jamais été opérées et on ne sait pas pourquoi ces cellules de l'endomètre se retrouvent au niveau des muscles de la paroi abdominale. Et qu'est-ce que ça fait comme symptôme? C'est une boule dans le muscle qui va faire mal pendant les règles, hein, parce que ces cellules, elles vont réagir aux hormones comme les autres cellules de l'endomètre. Donc au début, on n'y pense pas forcément, on pense plutôt que c'est sa cicatrice qui fait mal, et puis c'est petit à petit que cette boule peut éventuellement grossir et qu'on va tilter, car à un moment, on va se dire, bah, j'ai ma boule, mais elle part après les règles, elle revient pendant les règles, et puis au bout d'un moment, elle va faire mal tout le temps. C'est pour ça qu'on n'y pense pas toujours. Et puis quand on va consulter, bah, il y a d'autres tumeurs qu'on peut trouver dans les muscles, et parfois les médecins pensent à autre chose qu'à l'endométriose. Et ce qui est difficile, c'est que parfois la patiente a ça, mais n'a pas tellement d'endométriose pelvienne. Et donc, elle n'a pas tellement les douleurs de règles et tous les 5D qu'on a vus avant. C'est pour ça que le diagnostic n'est pas toujours si facile. Donc, je passe la main à Aline Host pour les différents traitements possibles de l'endométriose en général. J'espère que je n'ai pas été trop longue. C'est parfait. Par contre, est-ce qu'on peut faire une petite pause de 2 minutes pour des petites questions qui sont peut-être dédiées vraiment à votre partie, Émilie?
Oui, pas de Je souci. pense notamment à une question que l'on a eue dans le chat. Si on a de l'endométriose profonde, est-ce qu'il est possible d'avoir mal au rapport et de ne pas avoir d'enfant? Ah oui, c'est un des symptômes les plus typiques, hein, les douleurs profondes pendant les rapports. Et puis le fait de ne pas avoir d'enfant, ça peut être en lien, mais quand on n'arrive pas à avoir d'enfant, il faut faire tout un bilan parce qu'il n'y a pas toujours que l'endométriose en compte. Donc s'il y a des symptômes évocateurs d'endométriose et une infertilité, bien sûr, il faut chercher. Et ce, même si l'endométriose ne touche pas les ovaires. C'est la Oui, question qu'on me pose oui, oui, par-dessus. bien sûr. Oui, oui. Parce que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Donc, même si on n'a pas de kyste au niveau des ovaires, on peut avoir une inflammation chronique qui va gêner la fécondation. On peut avoir des adhérences. Ça peut abîmer les trompes. Ça peut causer des problèmes d'implantation de l'embryon. Enfin, il y a beaucoup de causes qui peuvent faire une infertilité même sans kyste. Alors, il y a d'autres questions aussi, Émilie. Dans le cadre d'un kyste pariétal, la cryothérapie devient une technique novatrice. Y a-t-il d'autres techniques, comme par exemple les ondes, qui fonctionneraient? Alors, c'est peut-être plus pour Gigi ou Afshin. Est-ce qu'un kyste pariétal aussi peut se rompre vu qu'il continue à grossir? Est-ce que ça arrive? Non, ça se rompt pas parce qu'en fait, c'est pas un kyste liquide. C'est pas comme un kyste dans les ovaires. C'est plus un nodule. Donc, les nodules qu'on a dans l'endométriose profonde, c'est pas liquide. C'est des cellules qui se sont collées entre elles et c'est quelque chose qui est plutôt dur. Donc, ça peut pas se rompre. Le seul kyste qui est liquide, c'est le kyste qui est dans les ovaires. Donc, un kyste d'endométriose profonde ou dans la paroi, c'est quelque chose de dur, ça peut pas se rompre. D'accord. Euh, On reviendra peut-être sur cette question au moment où on parlera de la cryothérapie. Une autre question, la dénomiose rentre dans quel type d'endométriose? L'adénomiose, c'est encore à part. J'en ai pas parlé parce que c'est dans les articles, c'est typique de faire ces trois catégories. Mais l'adénomiose, c'est presque une maladie à part. Donc ça peut être associé à l'endométriose, mais ça peut aussi être isolé. L'adénomiose, c'est de l'endomètre qu'on retrouve dans la paroi du muscle de l'utérus. Et l'utérus, quand il va y avoir les règles, va se gonfler de sang parce que ça saigne dans la paroi. Mais on peut avoir de l'adénomiose sans avoir d'endométriose. Et on peut avoir de l'adénomiose associée à de l'endométriose. Ok. On va redonner la parole à Aline pour les traitements possibles et on reviendra sur une session de questions après. Merci. Est-ce qu'on continue sur le même partage d'écran? Oui, Émilie peut peut-être avancer Oui, les oui, je peux slides. refaire si tu veux. Je Ouais, passe ok. les slides. Ouais. Alors bonjour, moi je suis docteur Aline Host. Je suis également un collègue du docteur Faller à Strasbourg. Et donc je remercie Boston Scientifique et l'association Endo-France de nous permettre de parler de cette pathologie effectivement qui est plutôt rare et méconnue et qui a de belles voies de thérapie prometteuses. Je remercie également mes collègues pour leur travail au quotidien et leur collaboration. Moi, je vais vous parler des traitements qui sont possibles donc dans la maladie. Donc, quel est l'objectif du traitement en fait médical? C'est tout d'abord la première le premier des objectifs, c'est une diminution des douleurs et une amélioration de la qualité de vie. Parce que ce qui est le plus handicapant dans l'endométriose, c'est vraiment les douleurs au quotidien. Donc le traitement médical, il aura comme premier objectif celui de traiter les douleurs. Le deuxième objectif, c'est bien sûr d'éviter le développement de la maladie, parce que comme Dr Faller vous a expliqué tout à l'heure, c'est chaque fois que vous avez les règles que la maladie peut évoluer et se développer. Et le fait de traiter médicalement ces symptômes, ça va permettre parfois de freiner la maladie. Et le dernier objectif, c'est bien sûr de retarder, voire même d'éviter les prises en charge qui sont plus invasives, comme des chirurgies. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mal quand on a de l'endométriose? Tout d'abord, pour l'endométriose en général, c'est parce que ça augmente en fait par les fluctuations hormonales, les phénomènes de contraction utérine secondaire.
mais aussi parce qu'il y a un phénomène inflammatoire et d'irritation nerveuse par la libération de substances spécifiques qui sont dues à l'endométriose en elle-même. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas forcément un lien direct entre la quantité de la maladie et les douleurs. On peut avoir un peu d'endométriose et beaucoup de douleurs, et inversement, on peut avoir des endométrioses très développées et très peu de douleurs, voire pas de symptômes du tout. Quelle est la particularité de l'endométriose pariétale? C'est donc des phénomènes de tension tissulaire. Vous avez bien, on peut très bien imaginer qu'un nodule, c'est-à-dire une petite boule qui se trouve dans la paroi, elle est complètement comprimée autour des muscles et donc elle n'a pas la possibilité de se distendre au moment des règles et ça peut faire des douleurs extrêmement invalidantes dans le quotidien. Donc, la prise en charge globale de le traitement de la maladie, c'est d'abord de contrôler les cellules de l'endomètre pour éviter justement qu'elles s'inflamment au moment où le cerveau leur donne l'ordre de se mettre en action, c'est-à-dire au moment des règles. Eh ben, on va justement éviter pour ça et mettre en place un traitement hormonal pour bloquer les règles. Ça, c'est le moment le plus important, c'est d'éviter la mise en route des cellules endométriales. Ensuite, le deuxième plan de traitement, c'est le traitement de la douleur. Et ça va être par la mise en place de traitements antalgiques, comme n'importe quelle maladie douloureuse. Ça va être la prise en charge vraiment élective des douleurs. Et le troisième volet qui est très important et souvent méconnu, c'est les thérapies complémentaires. Donc, comme dans toute pathologie chronique douloureuse, mettre en place une prise en charge globale avec soutien psychologique, prise en charge de kinésithérapie, activité sportive adaptée, acupuncture, ostéopathie. Pour chaque patiente, ça va être complètement différent. Il y a des patientes qui auront besoin plutôt d'un accompagnement par acupuncture, d'autres patientes qui vont vraiment se lancer dans une prise en charge sportive et chaque patiente doit trouver ce qui va la soulager dans son quotidien au niveau des douleurs. Donc le traitement antalgique, c'est ce que je vous ai dit, ça c'est une prise en charge globale des douleurs, mais qui est très importante parce que quand on a des douleurs chroniques, c'est très important de casser le cercle vicieux de la douleur pour éviter le circuit de chronicisation des douleurs qui peut engendrer des sensibilisations pelviennes. Donc le premier volet, c'est les anti-inflammatoires. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, il y a le rôle de l'inflammation est très important dans l'endométriose. Et donc les anti-inflammatoires vont jouer un rôle très important dans l'antalgie. Et après, tout ce qui est antalgique classique va être couplé à la prise anti-inflammatoire et permettre au mieux de baisser les douleurs dans le quotidien. Ensuite, les traitements médicaux, c'est les traitements donc hormonaux. Euh, Comme je vous l'ai dit dans la diapo première, c'est vraiment le traitement le plus important, c'est de suspendre l'effet des cellules endométriales. Et ça, c'est quelle que soit leur localisation, qu'elles soient à l'intérieur du ventre ou dans la paroi, c'est vraiment de mettre au repos ces cellules de l'endomètre qui se sont greffées au mauvais endroit. Et pour ça, c'est vraiment l'aménorrhée thérapeutique, ça veut dire l'arrêt des règles. Parce que si on stoppe les règles, on va assez facilement arriver à penser que ces cellules de l'endomètre, si elles ne saignent plus au moment des règles, elles vont aussi baisser leur activité dans leur localisation où elles ne devraient pas se trouver. Donc, ce qui est conseillé, c'est pour stopper les règles, de commencer avec différents types de traitements, les pilules œstroprogestatives ou progestatives, et on peut aller jusqu'à la ménopause artificielle, transitoire bien sûr. Donc, le premier traitement qu'on peut proposer, ou un des traitements en tout cas qu'on peut proposer, c'est le stérilet hormonal. Donc, vous voyez qu'il y a différents types de stérilet hormonal. C'est avec votre médecin qu'il faudra voir lequel est le plus adapté pour vous, mais surtout pas de stérilet au cuivre. Parce que le stérilet au cuivre
au lieu de stopper les saignements, lui va les accentuer, donc ça va faire l'effet inverse de ce qu'on cherche à obtenir. Ensuite, il y a les pilules œstroprogestatives et l'anneau vaginal. Ça, c'est ce qu'on propose en général en toute première intention, surtout chez la femme jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a des œstrogènes et de la progestérone et que c'est ce qui se rapproche le mieux du cycle naturel de la patiente. On peut les prendre en continu ou en discontinu, mais en général, ce sera plutôt proposé en continu pour stopper les règles et c'est un traitement qui est plutôt bien toléré. Ensuite, il y a les pilules microprogestatives et l'implant. Donc ça, c'est des traitements qui sont proposés parfois aussi en première intention selon la discussion avec votre gynécologue. Donc c'est blocage des règles, toujours le même principe, qui peut être parfois variable. Parfois, il peut y avoir des petits spottings aussi, c'est des petits saignements. Et c'est pareil avec l'implant. Ensuite, on pourra aussi proposer des pilules macroprogestatives. Donc ça, c'est de la progestérone qui est plus fortement dosée, toujours dans l'idée d'une prise continue. Là, on bloquera de manière plus importante l'ovulation. Normalement, on arrive aussi à induire une aménorrhée, c'est-à-dire plus de règles de manière un peu plus prononcée et avoir un bon effet sur les douleurs de par le blocage des règles. Alors, il faut une surveillance annuelle pour ce type de traitement et bien sûr vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'introduction de ce type de progestatif. Et parfois, seulement chez certaines patientes, ça nécessitera la réalisation parfois d'une IRM au niveau du cerveau pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. Ensuite, en toute dernière intention, on est parfois amené à proposer ce qu'on appelle la ménopause artificielle. Ça doit toujours être un traitement qui est transitoire, parfois parce qu'on est à bout de traitements, d'autres traitements, on a tout essayé et les douleurs ne sont toujours pas soulagées. Ça peut être un traitement qui est préopératoire ou alors qui est tout simplement transitoire en attente d'un autre traitement. Donc, en général, c'est des injections intramusculaires ou alors ça peut être aussi par pulvérisation nasale. Et là, actuellement, il y a un autre traitement qui est en attente de commercialisation, qui sera également plutôt celui-là pris par voie orale et qui pourra être envisagé au long cours. Voilà, si vous avez des questions. Alors, il y a eu pas mal de questions pour lesquelles Afshin a déjà répondu directement dans le chat. Euh, une personne qui nous dit qu'effectivement, il y a des nodules détectés au toucher, mais pas à l'image, ni à l'écho, ni à l'IRM. Quoi faire dans cette situation-là? C'est un vrai combat. Et s'il y a des nodules qui ont été palpés à l'examen clinique, c'est qu'il y a une certitude diagnostique, donc il faudra consulter un spécialiste parce qu'en général, quand on sent ou qu'on voit les nodules, il faut avoir une imagerie bien ciblée, mais l'imagerie devrait pouvoir voir ce qu'on trouve à l'examen. En fait, la D'accord. question qui se pose, c'est quand en imagerie, on ne voit pas l'endométriose, mais on a une symptomatologie typique, est-ce qu'il y a une solution médicamenteuse? Je pense que c'est à ça que Aline, la patiente, voudrait que tu répondes. Alors, quand il y a une maladie d'endométriose, parfois l'imagerie ne la voit pas, surtout quand elle est superficielle. Et donc, de toute façon, le traitement, c'est de supprimer les règles. C'est pour ça que c'est important, même chez les patientes qui ont des règles douloureuses et qui n'ont pas d'endométriose, parce que ça arrive aussi. C'est pas parce qu'on a des règles douloureuses qu'on a forcément de l'endométriose. Le traitement, c'est le même, c'est supprimer la cause des douleurs et donc les règles. Et je rebondis sur une dernière question, c'est peut-on espérer une guérison à la ménopause? Mais tu viens un peu d'y répondre. Alors, normalement, la ménopause, c'est l'absence d'hormones, donc l'absence de règles. Et donc, normalement, l'inflammation liée aux règles va disparaître. Il peut persister des douleurs à la ménopause parce il peut y avoir des adhérences, des accolements et la fibrose entre les organes peut rester douloureuse. Donc, il peut y avoir une persistance
mais vraiment moindre des douleurs par rapport aux signes qu'on peut avoir quand on est en phase de reproduction avant la ménopause. Merci beaucoup. Il y a encore une petite question. Est-ce que les traitements comme les nitrates peuvent fonctionner contre l'endométriose comme certains traitements qui sont à base d'hormones? J'ai pas compris, les nitrates, Oui, c'est pas dans les recommandations. d'accord, merci. Ok. Je pense on peut passer au thème 2 si vous permettez. Donner la parole à professeur Catherine Roy, experte en imagerie pelvienne et l'imagerie de la femme. Catherine, c'est à vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, docteur Ganji, je voudrais juste, il y a une réponse que j'aimerais, un complément de réponse que j'aimerais apporter. Effectivement, le traitement hormonal, il n'a pas pour objectif de stopper la douleur tout de suite, il a pour objectif d'arrêter les saignements qui vont faire que la maladie va potentiellement évoluer et donc que les lésions puissent grossir. Ça, c'est le rôle du traitement hormonal. Pour la douleur, il y a des traitements antalgiques, mais il y a aussi tous les soins de support dont qu'a évoqué euh, Aline ou qu'ont évoqué Aline ou Émilie tout à l'heure, la kinésithérapie, l'ostéopathie, l'hypnose, la sophrologie, l'acupuncture, le sport adapté, c'est tout ça qui va vous permettre de gérer la douleur au quotidien, la neurostimulation aussi, le TENS notamment. Donc, il y a deux choses dans le traitement. Il y a le traitement hormonal qui, lui, va agir sur la cause, sur les lésions, et la douleur, bah, c'est un traitement dédié à la douleur. C'est vraiment complémentaire. Alors, Catherine, on voit votre écran. On va vous laisser ouvrir la présentation. Peut-être en attendant, Émilie, si je peux te questionner sur pour que tu puisses apporter un élément de réponse. Un épaississement des ligaments utérosacrés, ça n'est pas forcément, si on ne voit que on ne peut pas forcément conclure qu'il s'agit d'une endométriose, c'est bien ça? Euh, Vous m'entendez? Oui. Bah, c'est compliqué l'épaississement des ligaments utérosacrés, c'est parce que c'est souvent dit à l'IRM et à l'IRM on a des gros signes. Madame Roy va nous le montrer, de l'endométriose profonde qui se voit très bien. Et quand on a de l'endométriose superficielle et des petits signes d'endométriose, eh ben, on a souvent cet épaississement des ligaments utérosacrés. Et nous, on est souvent un peu embêtés par ces comptes rendus d'IRM parce que c'est des images. Est-ce que nous, on a une corrélation quand on examine les patientes? Mais c'est très fréquent quand même d'avoir de l'endométriose à ce niveau-là. Donc, on va pas opérer la patiente pour être sûr que c'est ça ou pas. On va essayer de donner les traitements et puis si la qualité de vie est améliorée, on va surveiller et puis on va supposer que c'est ça. On n'a pas d'autres tests non invasifs pour l'instant. Mais Émilie, je pensais, pardon, il y a encore pardon, une question d'une allez-y. dame qui me dit j'ai les règles qui ont été bloquées complètement. Euh, je préfère que ce soit toi qui réponds. Je sens toujours les sensations des règles et ovulé malgré que j'ai plus mes règles et j'ai toujours mal. Oui, bah ça marche pas toujours, hein. C'est les pilules et les traitements hormonaux, c'est pas terrible, hein. On n'a jamais une pilule extraordinaire. Souvent, il faut changer. Il y en a qui sont pas suffisamment actives, certaines qui ont des effets secondaires, et on n'a pas une seule pilule qui va être bonne pour toutes les femmes. Et surtout, on n'a pas de test qui va nous dire pour cette patiente, c'est cette pilule-là. Donc malheureusement, il faut pour l'instant essayer.
changer. Quand on a quelque chose qui va, on le garde. Et puis peut-être au bout de quelques mois ou quelques années, ça ne va plus aller, il faudra changer. Donc c'est pas très satisfaisant. Donc heureusement qu'on a les soins de support et toutes les thérapies complémentaires pour essayer de gérer la douleur autrement, parce qu'on sait que tous ces traitements hormonaux vont probablement arrêter, stopper un peu la maladie, mais vont pas toujours soulager entièrement les douleurs. Merci beaucoup, Émilie. Catherine, on va partager pour vous. Fermez votre écran et Elodie va lancer le partage, vous inquiétez pas. À vous de jouer. Il faudra activer votre micro, par contre, professeur Roy, parce que pour le moment, on ne vous entend pas. Vous devriez m'entendre. C'est C'est parfait. parfait. Voilà. Alors, on est sauvés, on a réussi à le charger. Voilà, je m'appelle Catherine Roy, je suis imageur, enfin radiologue, spécialisée en imagerie pelvienne globalement, avec vraiment un focus sur l'imagerie de la femme. Bien évidemment, je m'intéresse et collabore avec les collègues gynécologues de mon environnement. Alors, sans vouloir trop faire de redites, je voudrais déjà apporter quelques précisions morphologiques. Oui, donc, sur l'endométriose pariétale. Alors, vous voyez ici sur ce schéma, bon, on en a déjà parlé, toutes les localisations possibles d'endométriose. Alors évidemment, il y en a énormément, hein. C'est ce qu'ont évoqué les collègues dans leur discours précédents. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui uniquement à ce qu'il y a au niveau, les petits points rouges, là ici au niveau de la paroi abdominale. Donc, c'est pas très fréquent, ça fait 2% des endométrioses extragénitales. Mais c'est quand même associé parfois, mais pas très fréquemment, puisque les statistiques, vous voyez que ça va jusqu'à 26%, peut-être 30%, mais c'est des statistiques grossières, à une endométriose pelvienne. Et le contexte le plus fréquent, on l'a déjà abordé, c'est après un geste chirurgical, quel qu'il soit au niveau de la cavité pelvienne, donc trocard de célio, une chirurgie, des muscles grands. Alors ça va être au niveau des muscles grandois, l'ombilique, une cicatrice de césarienne, ça c'est vraiment courant. Et puis attention, il faut savoir également qu'on peut en trouver chez des personnes qui n'ont aucun antécédent chirurgical et ça va être en fait une implantation sur un dérivé embryologique. Alors c'est quand même beaucoup plus rare. Alors, quelle imagerie pour le diagnostic? Là, vous avez toutes les imageries actuelles courantes. D'emblée, j'ai mis un grand trait rouge sur le scanner. C'est de loin le moins performant. Donc, on va naviguer entre l'échographie et l'IRM, mais vous allez comprendre très vite quelle est ma préférence. On va commencer par parler d'échographie. Évidemment, vous savez tous que c'est extrêmement simple. Et pour un peu encore renforcer mon propos suivant et mon commentaire sur la diapo précédente, voici la même patiente. Voici son nodule d'endométriose au niveau de la paroi, l'échographie. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose de bizarre hein, au niveau de son tissu graisseux. Ici, vous avez la partie musculaire et puis là, on avait le tissu graisseux sous-cutané. Et puis ça, c'est la même chose, c'est la même patiente et ça, c'est son scanner. Donc, on comprend très vite que ça, c'est beaucoup mieux pour mettre en évidence cette anomalie. Donc, vous allez préciser les contours, les structures adjacentes, etc. Alors, il peut y avoir de petites formations kystiques, mais c'est jamais un kyste. C'est ce que vous a dit notre collègue précédemment. C'est toujours solide, probablement parce qu'à force de saigner tout le temps, ça devient fibreux et très dur. Donc, c'est une masse, en fait, tissulaire, plutôt foncée, comme c'est mis ici, par rapport au tissu graisseux sous-cutané. On va passer la diapo suivante. Alors,
Non, j'aimerais mieux la précédente. Parfait. Alors ça, c'est un autre dossier. Alors, bon, vous savez, en imagerie, on a toujours des nouveautés. Ça galope avec une vitesse effrayante, hein, les nouveautés technologiques. On peut faire ce qu'on appelle de l'élastographie. Bon, c'est pas très utile. Il y a des publications là-dessus pour montrer que c'est assez dur. Je crois pas que ça apporte grand-chose. Et puis, on peut faire aussi du Doppler pour montrer que c'est un petit peu vascularisé. Donc là, peut-être un intérêt parce que ça montre que c'est inflammatoire, hein, quand il y a de la vascularisation. Alors, elle est souvent interne plutôt qu'externe. Mais ben, la préférence, et vous allez avoir, on va passer la diapo suivante, c'est évidemment l'IRM. Alors pourquoi? Ben, vous allez très vite comprendre par quelques photos. D'abord, il faut savoir que l'IRM de la cavité pelvienne et dans ce contexte, l'IRM pelvis féminin, c'est un examen qui est globalement pas très compliqué par rapport à ce qu'on peut faire, disons, en IRM. Ce sont des séquences simples, hein, T1, T2, on va pas rentrer dans notre jargon. Et surtout, ça va très bien vous montrer la localisation. C'est ce que vous avez ici pour cette patiente qui a ici, eh bien, une hypertrophie. Vous voyez, ça, c'est la partie inférieure de son muscle, de la paroi abdominale, sur un type de séquence et sur un autre type de séquence, même avec injection de produits de contraste. Eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de points blancs, donc des petites formations hémorragiques, des microkystes hémorragiques, et ça, bon, ça s'appelle le muscle droit, hein, il s'appelle comme ça en anatomie. Eh bien, c'est tout à fait pathognomonique d'une endométriose pariétale. On va voir à la fin qu'il y a quelques éléments de diagnostic différentiel. Et puis, si je mets du produit de contraste, eh bien, si je l'injecte, je vais avoir une notion sur l'état d'inflammation de la lésion. Là, il n'y a pas trop d'inflammation chez cette patiente. Donc, on va passer la diapo suivante. Euh, voilà un nodule qui est faiblement vascularisé, faiblement inflammatoire. Il est très gros, hein, et bah, comme annoncé, ça peut être associé à une autre localisation. En tout cas, on va la rechercher de façon systématique. Et là, cette dame, eh bien, elle a déjà un nodule d'endométriose qui est déjà volumineux au niveau bah, de son rectum, hein, avec des nodules de fibrose. Elle a déjà été opérée. Vous voyez qu'elle n'a plus d'utérus. Donc, elle a en fait deux localisations. Une localisation originale, probablement due à sa chirurgie antérieure sur bah, une cicatrice pariétale, et elle a récidivé, ça peut arriver au niveau de son tube digestif. Donc voilà une information qui est quand même assez complète sur la la cavité pelvienne. On va passer la suivante. Euh, donc ça, c'était une localisation dans ce fameux muscle droit, hein, qui est le gros muscle de la partie inférieure de la paroi abdominale. Parfois, on peut avoir une localisation, c'est aussi classique au niveau du nombril, en particulier lorsqu'il y a eu un 3/4 de célio. Et là, vous en avez un exemple. Là, c'est le dossier complet avec cette personne ici qui a bah, ce nodule hein, en échographie. On le voit également bien sur l'IRM. Et puis, comme je l'ai injecté, il est très inflammatoire. Et comme c'est assez typique, on voit des petits points un peu blancs qui correspondent à des foyers hémorragiques et on les évalue mal en échographie. C'est bien meilleur sur l'examen IRM. On va passer la suivante. Alors, très rarement, et donc ça, on peut pas éliminer la possibilité d'une endométriose pariétale chez quelqu'un qui n'a jamais eu d'intervention chirurgicale. C'est ce qu'on appelle l'endométriose sur le canal de nuque. Alors voilà un joli dessin qui date du début du siècle dernier, mais il est extrêmement bien fait. Il vous montre ce canal de nuque qui est un reliquat embryonnaire. Et ben, au cours du développement de l'embryon, du fœtus, etc., il peut y avoir des cellules qui ont migré et qui, bah, quand la jeune femme, enfin la jeune fille, bah, va avoir ses menstruations, eh bien, bah, les cellules ici, elles vont réagir tout comme son endomètre et on va avoir un nodule qui va être extrêmement douloureux. Et donc, il faut évoquer l'endométriose, surtout quand vous avez ici, eh bien, un aspect relativement inflammatoire. C'est vraiment beaucoup plus rare hein, que classiquement.
En voilà un autre, hein, bon, j'en ai quand même quelques-uns, où celui-là, bah, même contexte, quelqu'un qui n'avait jamais été opéré et qui a ce nodule ici, qui est beaucoup plus volumineux, très inflammatoire, et comme annoncé, eh bien, elle fait partie des 25 ou 30% de personnes qui ont en plus, eh bien, une endométriose pelvienne. Donc là encore, vous voyez, vous avez les fameux ovaires qui s'embrassent ici, donc ils sont attirés sur ce gros nodule fibreux du torus avec une atteinte du tube digestif. On va avoir un examen complet de la cavité pelvienne en IRM, ce qu'on n'a pas avec une échographie simplement superficielle. On va passer la suivante. Alors, avantage IRM échographie, bah, vous l'avez déjà compris, bah, localisation plus précise au niveau des muscles pour l'IRM. Ces microkystes hémorragiques traduisent une forme active et sont extrêmement spécifiques, hein. Ça peut vraiment vous orienter très fortement vers le diagnostic, notion de réaction inflammatoire, et puis vous explorez l'ensemble de la cavité. Là, c'est des cas d'endométriose, donc cette endométriose qui est au niveau des ovaires, avec des images qui sont tout à fait qui sont tout à fait démonstratives. On est sûr que c'est de l'endométriose et que ce sont des endométrioses. Ça saigne dedans. Alors, vous allez explorer, bah, là encore, j'ai mis peut-être beaucoup trop de photos, mais vous avez ici bah, des gros paquets d'endométriose, hein, qui vont envahir le secteur ici digestif, hein, comme c'est également classique, avec des réactions inflammatoires. Et puis ce nodule fibreux du torus qui va émettre des tractus fibreux qui s'en vont par là en postérieur et qui peuvent être, vous voyez, les nerfs sont pas très loin, et ça peut tout à fait être responsable, eh bien, de douleurs neurologiques, et de temps en temps, bah, on peut expliquer comme ça des douleurs de sciatique chez certaines patients. Alors, c'est un cas un petit peu original ici, mais qui est extrêmement démonstratif pour un peu encore enfoncer le clou que l'IRM est un bon examen pour une vision globale de l'ensemble. C'était une dame qui a vécu l'enfer pendant des années et des années. Elle était en arrêt de travail, ça devenait insupportable. Elle avait fait une multitude avec une sciatique, hein, qui devenait paralysante, et elle avait fait une multitude d'IRM du rachis, des manipulations, et en fait, bah, il y a quelqu'un qui a pensé que c'était peut-être quand même une endométriose, et on nous l'a envoyé bah, pour faire une IRM, et vous voyez qu'il y a une curieuse chose ici si vous comparez par rapport au côté opposé. Et c'est une localisation, disons, pariétale, enfin, un petit peu atypique encore, mais je peux affirmer sur cet aspect-là que c'est une localisation qui est au contact du sciatique, proche d'un muscle qui est un muscle de la partie postérieure du dos, d'endométriose. Je peux faire un diagnostic formel et c'est très inflammatoire. On voit qu'il y a une grosse inflammation entourant son sciatique et on a pu faire comme ça ben, son diagnostic. Alors, je vais vous la présenter. Personne n'a voulu vraiment l'opérer parce que c'était contre le sciatique, de peur de léser le, le nerf et qu'elle ait des énormes séquelles après. En fait, on lui a fait un traitement médical, hormonal. Eh bien, elle s'est améliorée de façon majeure, hein. Elle a pu reprendre une vie normale avec quelques douleurs, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle avait précédemment. Et vous voyez que sur son contrôle, qui a dû être fait un an après, je crois, eh bien, il y a pratiquement plus d'inflammation autour du nerf sciatique. Donc là, c'était vraiment, l'IRM a fait un diagnostic formel sur cet aspect d'image ponctué de micro-points hémorragiques. Bon, c'est un petit peu un cas un peu niche, mais c'est quand même extrêmement démonstratif pour l'IRM. On va passer la suivante. Alors, maintenant que j'ai encensé l'IRM, ben, je vais revenir un petit peu en arrière et vous dire que l'IRM ne détecte pas tout. Elle détecte beaucoup, comme démontré, mais pas tout. Ah, donc ça, il faut que les patientes le comprennent et il faut vraiment leur dire. C'est vrai que c'est un examen simple. En fait,
en toute honnêteté, elle ne va détecter que des lésions, ce qu'on appelle macroscopiques, c'est-à-dire suffisamment larges, de au moins 1 centimètre, enfin, entre 5 millimètres et 1 centimètre. Quand c'est en dessous, eh bien, ça peut être un petit peu plus difficile, en particulier pour l'endométriose superficielle, donc celle qui est collée sur le péritoine. Ce sont les implants qu'on vous a fait voir précédemment. Ça dépend aussi du morphotype de la patiente. Il est également essentiel de rester immobile pendant tout l'examen. C'est un examen de 20 minutes, 25 minutes, ce qui, pour certaines personnes qui arrivent déjà angoissées, c'est un petit peu difficile. Mais je crois que c'est vraiment à dire à tout le monde, c'est que si on vous dit qu'il n'y a rien, c'est peut-être pas qu'il n'y a rien, c'est que l'on ne voit rien. Donc, ce sont des lésions de petite taille qui, comme annoncé précédemment, peuvent être extrêmement invalidantes et pourrir la vie. On va passer la suivante. Voilà. Alors là, bon, on en a déjà parlé. C'est surtout dans les cas de cette endométriose superficielle que ça devient, que l'IRM est mise en défaut, en particulier quand c'est plus des points hémorragiques, mais qui sont devenus essentiellement fibreux. C'est des tout petits nodules fibreux sur le péritoine, blanchâtres, cicatriciels. Et c'est extrêmement fréquent. Bon, ce sont des statistiques qui sont un peu globales et grossières, mais ça prouve que c'est extrêmement fréquent. Et là, eh bien, on peut avoir une personne qui est extrêmement douloureuse, avec vraiment une symptomatologie clinique qui est évidente en faveur d'une endométriose et qui revient avec une IRM qui trouve pas vraiment grand-chose. Ça n'élimine pas à 100% une endométriose. Alors, on peut voir, bon, avec des appareils de dernière génération, des micro-points ici hémorragiques, mais c'est rare en fait de voir ces micro-points hémorragiques ici que vous avez c'est vraiment en tirant un petit peu l'œil, ces micro-lésions. Alors, au niveau de cette paroi, il n'y a pas que l'endométriose, hein, il y a du diagnostic différentiel. Qu'il faut pas louper parce que ça peut être quelque chose de plus grave. Euh, Là, on va encore s'adresser à l'IRM. Alors, vous avez des choses très faciles, hein, l'éventrations, l'hématome, abcès, les ganglions, même des lipomes, anévrismes. Ce qui est plus difficile, c'est quand vous avez une cicatrice de césarienne avec une cicatrice un peu kéloïde, hein, comme on peut avoir sur la peau lorsqu'on se coupe. Il y a des gens qui cicatrisent mal et qui vont avoir une petite bosse après, un petit peu rougeâtre, qui n'est peut-être pas une endométriose. Là, ça devient un petit peu difficile de faire le diagnostic si on n'a pas ces points hémorragiques. Donc, je vais vous faire voir des exemples. On va passer. Donc là, vous avez un nodule qui est essentiellement fibreux, un petit peu inflammatoire. J'ai pas ces micro-points hémorragiques. Par contre, je les ai ici. Là, je suis sûre que c'est un nodule d'endométriose. On le voit parfaitement bien, surtout sur cette séquence-là. Et là, c'est peut-être un nodule fibreux sur cicatrice, une fibrose une endométriose qui est totalement inerte. Mais je crois que c'était finalement simplement une fibrose sur cicatrice. Donc, on est un petit peu mis en défaut dans ces contextes-là qui sont bon, pas très fréquents. Après, il va y avoir la clinique, hein, évidemment, qui va jouer beaucoup. On va passer la suivante. Je rajoute y penser parce que vous allez avoir des choses rares, des petites tumeurs qui peuvent être parfois pas très sympathiques. On pense surtout, c'est la plus fréquente, ce qu'on appelle tumeur desmoïde. Et celle-là, eh bien, en fait, on va la reconnaître. On va dire que c'est pas une endométriose. Là, vous avez un exemple où c'est des grosses masses qui vont prendre le contraste de façon hétérogène. Rien qu'à l'œil, ça ne peut pas être une endométriose. Vous n'avez pas ces petits points hémorragiques. Et puis, vous aurez bien sûr pas la symptomatologie clinique. Alors, je vous ai parlé de doute. Maintenant, le doute, faut le lever. Alors, quid de la ponction percutanée, parce que ça paraît facile de ponctionner ça, échographique ou scanner. Bon, ça, c'est peut-être une question pour les interventionnels. Je crois qu'en cas vraiment de doute, il faut quand même faire une ponction avant de s'engager
dans une thérapeutique si vraiment il y a un doute avec un processus tumoral euh, plus grave, enfin en tout cas d'une maladie, disons, cancérologique, même à de faibles potentiels de malignité pour changer le traitement, bien évidemment. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour mon topo. Donc, en conclusion, vous avez compris qu'on était assez fan de l'IRM avec une valeur diagnostique élevée. Toujours le petit bémol d'une IRM normale n'élimine pas à 100% une endométriose qui est posée sur le péritoine essentiellement. Et elle est quand même excellente pour le diagnostic d'endométriose pariétale avec également les petites restrictions. Et ça, c'est le message important pour les patientes à retenir, je crois. Ben, je vous remercie pour euh, votre attention et s'il y a quelques questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Catherine. On a une question d'une patiente qui nous met, serait-il donc plus intéressant de passer l'IRM pendant les règles pour voir le nodule saigner? Oui, et sauf si elle est sous traitement hormonal. Merci. Et je pense que les autres questions, il y a déjà eu des réponses, à moins que j'en ai loupé. Je pense que oui, hein, je pense que oui. Donc, Alphine, je vais vous redonner la main pour lancer le dernier Géraldine. thème. Merci Géraldine. On passe enfin au dernier thème qui est consacré à la cryothérapie percutanée qui va être présenté par professeur Marie Farouche d'abord, qui est professeur et radiologue interventionnel à Toulouse, et ensuite par Roberto Luigi Casato, qui est maître de conférence à Strasbourg. On va commencer par Marie. Marie, je t'en prie, c'est à toi. Micro, pardon, j'avais pas mis mon micro. Bonsoir à tous. La première question, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que le partage a fonctionné ou pas? C'est parfait, C'est Marie. parfait. Super. Donc, j'en profite avant de commencer de remercier rapidement la société Boston, Endo France et puis également mes collègues avec qui je partage cette aventure. Alors, ce que je vais vous présenter dans une première partie, puis après le docteur Cazzato complétera, moi, c'est surtout en fait le parcours de la patiente quand elle vient avec un diagnostic de nodule d'endométriose pariétale et comment ça va se dérouler pour elle. Donc d'abord, il va y avoir une consultation. On va voir ce qu'on va apprendre dans la consultation, l'intervention elle-même, les différents temps, le retour à la maison après l'intervention et puis après, ce qui va se passer dans un délai plus long après l'intervention, les consultations, le suivi après l'intervention. Alors, la consultation avant l'intervention, pourquoi? Bon, d'abord, parce que quand on va avoir une intervention par un médecin, c'est toujours plus rassurant d'avoir un contact humain avant. Et qu'est-ce que nous, on va évaluer? La première chose, c'est on va confirmer l'indication de l'intervention, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un nodule? Et on vous l'a déjà expliqué, en fait, il y a souvent des discordances radiocliniques dans cette maladie. Et donc, est-ce que surtout le nodule est douloureux? Donc ça, c'est la première chose que l'on va évaluer. Puis après, on va discuter avec la patiente et on va analyser l'IRM, regarder avec elle l'IRM pour lui expliquer les différents temps de l'intervention et pourquoi. Parce que en fonction de l'endroit où est le nodule et en fonction de sa taille, l'intervention va être parfois un peu différente. Donc, en fonction de la taille du nodule, on choisira des glaçons de taille différente. Et en fonction de sa topographie, c'est-à-dire de sa localisation dans la paroi, l'intervention va pouvoir être un petit peu différente. Je m'explique rapidement et on va y revenir après. Soit le nodule il est uniquement enchâssé dans le muscle, et en général, ce sont des interventions qui sont rapides et simples. Parfois, il peut y avoir un contact du nodule avec la peau ou un contact avec la paroi, enfin, tout ce qui tapisse en fait la cavité intra-abdominale qu'on appelle le péritoine. Et dans ces cas-là, il peut y avoir d'autres temps dans l'intervention qu'on discutera après. Donc ça, c'est les deux premiers temps. Et puis après, on va faire une échographie de repérage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'aime pas trop les surprises et qu'on aime bien voir, en fait, avant l'intervention, si d'abord le nodule, on le voit bien à l'échographie, et ensuite, ça va nous permettre d'imaginer la balistique et de voir comment on va pouvoir faire le jour de l'intervention. Et puis le quatrième temps, et probablement le plus important, je pense, pendant la consultation, c'est de discuter avec vous des modalités d'anesthésie. C'est-à-dire que dans la majorité des cas,
Si la patiente le souhaite, ce n'est pas une obligation, et l'accepte, on va pouvoir faire ce type d'intervention sous anesthésie locale. Bien entendu, s'il y a une anxiété, si la patiente ne veut pas, malgré, voilà, on va prendre le temps, on pourra proposer une anesthésie générale. Mais il y a certains cas dans lesquels on proposera d'emblée une anesthésie générale quand on va devoir repousser le tube digestif, c'est-à-dire quand le nodule va être un peu trop profond contre le péritoine. Vous allez comprendre mieux d'ici quelques temps. Alors, comment se passe l'intervention? D'abord, l'intervention se passe en ambulatoire, c'est-à-dire que la patiente entre le matin à l'hôpital et va sortir le soir. L'intervention se déroule dans le service de radiologie interventionnelle, dans une salle de radiologie interventionnelle, c'est-à-dire en fait c'est un bloc opératoire dans lequel il y a des appareils d'imagerie, en particulier un scanner, ou à Strasbourg particulièrement une IRM et des appareils d'échographie. Et puis on va se préparer pour l'anesthésie locale ou générale. Alors, quels vont être les différents temps de l'intervention? Vous avez d'abord été accueilli à l'hôpital et puis vous allez être transféré donc vers le service de radiologie interventionnelle et vous allez être accueilli par l'ensemble de l'équipe. Alors, c'est une équipe parfois qui peut être, il y a beaucoup de monde, donc ça peut être impressionnant. Donc, chacun connaît son rôle. Il y a l'anesthésiste et l'infirmière ou l'infirmier anesthésiste qui vont permettre de faire l'anesthésie générale ou de donner des drogues pour se détendre si on fait une anesthésie locale. Et puis après, il y a toute l'équipe de radiologie qui va comprendre le radiologue interventionnel, les manipulateurs en radiologie et parfois des infirmières associées en salle de bloc et parfois aussi d'autres médecins qui peuvent être les internes. Le premier temps de l'intervention, une fois que la patiente a été a été détendue, bien installée en respectant les conditions stériles exactement comme dans un bloc opératoire, on va repérer le nodule à l'échographie, comme on a fait le jour de la consultation, et on va réaliser d'abord une anesthésie locale avec de la xylocaïne, exactement comme ça se passe chez le dentiste, de la peau et des tissus sous la peau au contact du nodule. Donc, à partir du moment où on a fait cette anesthésie, comme chez le dentiste, en fait, vous allez sentir qu'on vous touche, mais vous n'aurez plus la sensation de douleur. Le deuxième temps, une fois que l'anesthésie locale est bien faite, on va mettre en place la cryosonde. En fait, c'est une aiguille que l'on va mettre en place au sein du nodule d'endométriose. Cette aiguille, elle est branchée à une machine qui va délivrer, qui va surtout un système physique, donc là, je n'entrerai pas dans les détails, va permettre de transformer le bout de l'aiguille en un glaçon. Une fois qu'on est bien positionné, on va contrôler au scanner si on est dans des zones de sécurité, c'est-à-dire si la zone qu'on a décidé de traiter est effectivement bien loin du tube digestif et de tout ce qui se passe dans l'abdomen et de la peau. Alors, il ne faut pas s'inquiéter pour le scanner parce qu'une intervention générale, l'ensemble des séries qui vont être réalisées pour traiter vont être 3 à 4 fois moins irradiantes, parfois plus, qu'un simple scanner, par exemple, pour diagnostiquer une appendicite. Donc, ce sont des acquisitions qui sont dégradées pour qu'il y ait le moins d'irradiation possible. Donc, ce n'est pas du tout irradiant, ou très peu. Une fois qu'on s'est assuré de tout, on va brancher la machine et on va faire un glaçon et le glaçon, en fait, va recouvrir l'ensemble de la zone. Le glaçon, on va le laisser en forme active, on va dire, pendant 10 minutes. Et après, on va pouvoir sortir l'aiguille. L'ensemble de l'intervention au total, entre le moment où vous rentrez, le moment où on va s'installer, le moment où on va faire les repérages, on va vers l'anesthésie, les aiguilles, ça va durer au grand maximum 1 heure avant que vous puissiez ressortir. On enlève l'aiguille et ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'en fait, il y a juste en fait la trace de l'aiguille, c'est-à-dire un tout petit point à la peau et c'est une intervention où il n'y a pas de point, pas de cicatrice. Alors, dans certains cas qui sont un petit peu plus rares, que je vous ai montré au début, soit le nodule il est très au contact avec la peau, soit il est assez en profondeur et il faut protéger ce qu'il y a dans le ventre. Donc, si le nodule il est très au contact avec la peau, c'est facile. En fait, on va écarter la peau en faisant une petite bouée d'eau en fait entre le nodule et la peau pour ne pas brûler la peau. Et si cette fois-ci le nodule il est situé trop proche des organes qui sont situés dans la cavité abdominale, on ne va pas pouvoir pousser avec de l'eau parce que en fait, c'est une cavité qui est grande, donc l'eau, ça ne va pas suffire. Cette fois-ci, on va mettre une fine aiguille, un peu comme quand on fait des cœlioscopies, et on va mettre de l'air pour refouler, pour repousser
tous les organes qui sont dans la cavité abdominale. Donc, voici pour l'intervention. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez à la maison? Donc, vous allez rentrer à la maison le soir même de l'intervention, si tout va bien, dans la majorité des cas, ça va toujours bien. Et on va vous donner des médicaments contre la douleur que vous allez prendre pendant 3 à 5 jours environ. Qu'est-ce qui peut se passer? Si on a mis de l'eau pour protéger en fait la peau peut rester gonflée pendant une semaine, on va dire. Parfois, il peut y avoir un petit bleu parce qu'on a un peu décollé la peau. Et surtout, en fait, le fait que cette eau, il va falloir qu'elle se draine. Et parfois, elle peut se drainer se drainer dans les grandes lèvres. Voilà, mais si on le sait, ça fait pas mal. C'est juste impressionnant au début et ça disparaît en 1 semaine à 10 jours complètement. Parfois aussi, dans les suites, on peut avoir une sensation de peau cartonnée du fait qu'on ait gonflé un peu la peau et qu'on ait fait cette anesthésie locale. Ça, vous rentrez à la maison et puis on va vous revoir. On va vous revoir quand? On va vous revoir 3 mois après l'intervention en consultation et on va s'assurer, on va faire en même temps une échographie, on va s'assurer que tout aille bien, que vous n'ayez pas de douleur et on va voir que le nodule est disparu ou fortement diminué en taille à l'échographie. La sensation de peau cartonnée dont je vous ai parlé peut perdurer dans le temps. C'est rare, mais elle peut perdurer dans le temps. Et dans mon expérience, en tout cas, elle est toujours réversible. Et puis après, on se reverra à 6 mois pour refaire une IRM et pour s'assurer que le nodule a disparu. Et vous avez ici l'exemple d'une patiente. Vous avez ici l'imagerie avant l'intervention. Donc cette fois-ci, le nodule, il était superficiel par rapport au muscle, à distance de la peau. Et on a fait l'intervention. Et après l'intervention, 6 mois après l'intervention, ben, il n'y a plus rien. Donc, c'est assez magique. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il reste quelque chose? S'il reste quelque chose et que la patiente est symptomatique, vous avez vu, ce n'est pas quelque chose de compliqué. On peut reproposer une autre intervention. Voilà, je crois que j'en ai fini avec cette première partie. Je suis à votre disposition pour des questions. Alors, il y a une question sur les endroits où on propose ce traitement en France. Alors, je crois que la technique s'est largement diffusée dans les 2 dernières années. Et nous sommes en train, avec le laboratoire Boston et la Société Endo-France, d'établir une cartographie de l'ensemble des sites qu'on vous mettra à disposition le plus rapidement possible. En fait, cette C'est cartographie, c'est déjà en ligne sur Ah bah notre parfait. site, effectivement. On a une page sur le site de l'Association Endo-France, on a une page qui s'appelle l'endométriose pariétale et dessus, vous allez retrouver cette cartographie, les différents hôpitaux qui proposent le traitement par cryothérapie. Merci beaucoup, Yasmine. C'est très informatif pour les patients. Je pense qu'une fois que le diagnostic est posé de l'endométriose pariétale, il y a des villes proches de vous qui peuvent assurer ce traitement. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la deuxième partie de la présentation par Dr. Roberto Luigi Casato de Strasbourg, qui va nous parler de la cryothérapie, encore un peu plus de suivi des résultats. Euh, Gigi, c'est à toi. Bonsoir, merci, merci à Boston, merci à Indo-France. Je suis Roberto Cazzato, je suis radiologue interventionnel à Strasbourg au service du professeur Gangi au CHU. Et aujourd'hui, en fait, dans les 10 prochaines minutes, on va voir l'utilisation de la cryothérapie et notamment l'utilisation de cette technique en dehors du champ d'application de l'endométriose pariétale. En fait, ça, c'est le plan de ma présentation. Donc, on va voir comment ça marche la cryothérapie, quels sont les avantages majeurs de cette technique et pour quelles raisons, en fait, cette technique, elle est particulièrement adaptée pour la prise en charge des endométrioses pariétales. On va voir qu'avec cette technique, comme on l'a évoqué, on peut traiter aussi plein d'autres pathologies, notamment plus compliquées, plus dangereuses, comme le cancer dans différents organes. Et on va voir, dans le cadre de l'endométriose pariétale, quels sont les avantages spécifiques de la cryothérapie par rapport à un traitement chirurgical. Alors, la cryothérapie, comment ça marche? Donc, c'est une thérapie qui est là depuis des siècles.
En fait, déjà, les anciens Grecs, les anciens Égyptiens l'utilisaient comme traitement anti-inflammatoire et même encore aujourd'hui, un sportif qui prend un coup pendant un match, bah, la première chose que les professionnels de santé font, c'est d'appliquer des substances froides, donc du glaçon, pour exploiter l'effet anti-inflammatoire de la cryothérapie. Après, dans le 19e siècle, on a commencé à traiter les tumeurs superficielles et notamment des tumeurs dermatologiques ou des lésions dermatologiques avec la cryothérapie jusqu'à les années 60, quand on a commencé à utiliser, grâce à à la miniaturisation des aiguilles, des organes plus profonds comme la prostate, jusqu'aux années 2000, où on a obtenu des aiguilles très très fines, d'environ 2-3 mm d'épaisseur. Et donc, le fait que ces aiguilles se sont miniaturisées, ça nous a permis en fait de traiter des organes plus profonds. Donc là, vous voyez un petit schéma d'une aiguille de cryothérapie. Donc vous voyez que c'est une aiguille à l'intérieur de laquelle on a des chambres. Donc en fait, ce n'est pas des aiguilles tout plein, c'est des aiguilles à l'intérieur de lesquelles on a un gaz qui circule à haute pression. Ces gaz, c'est un gaz particulier, s'appelle argon. Et donc ce gaz est pressurisé à très haute pression grâce à une chambre centrale qui est localisée à l'intérieur de l'aiguille. Et cette chambre, à l'extrémité distale, présente en fait un tout petit trou. Donc, à travers ces trous, l'argon qui est pressurisé arrive à sortir dans une deuxième chambre plus large et plus extérieure à l'extrémité distale de l'aiguille. Et donc, cette chute de pression qui se réalise pendant le passage de la chambre intérieure à la chambre extérieure, la chute des pressions s'accompagne à un changement de température de l'argon. Et cela, en fait, entraîne la formation d'un glaçon autour en fait de l'extrémité distale de l'aiguille. Et sur l'image de droite, en fait, on voit cette glaçon des morphologies plutôt rondes ou ovalaires selon les différentes aiguilles qui se forment, qui se construit à l'extrémité distale des aiguilles. Et donc, en fait, le principe, comme on l'a vu dans la présentation précédente, c'est d'insérer ces aiguilles, l'extrémité distale de ces aiguilles à l'intérieur de la lésion pour la congeler. Et donc, vous voyez qu'à l'intérieur du glaçon, on peut atteindre des températures extrêmes. Donc, au centre du glaçon, on peut arriver même à moins 160 degrés. Par contre, sur la surface de l'aiguille, on a une température aux alentours de 0 degrés. Ce qui veut dire qu'en fait, nous, on sait très bien depuis plusieurs décennies qu'en fait, la température capable de tuer les cellules tout de suite, c'est moins 40 degrés. Et cette température, on l'obtient quelques millimètres à l'intérieur du glaçon, parce que sur la surface, on a 0 degré. Et donc, en fait, pour obtenir une mort cellulaire immédiate, bah, on doit faire en sorte que les berges de notre glaçon dépassent les berges de notre lésion cible. Alors, plus la lésion qu'on veut traiter par cryothérapie est agressive ou maligne, plus en fait le glaçon doit être large et dépasser les berges de la lésion cible. Donc, pour une tumeur maligne, clairement, le glaçon sera beaucoup plus large par rapport à la taille de la tumeur qu'on veut traiter. Mais quand on traite des lésions bénignes comme l'endométriose, on n'a pas besoin d'avoir des gros glaçons, donc des glaçons relativement plus petits, mais qui doivent toujours dépasser les berges de la lésion d'endométriose, sont nécessaires, mais des glaçons plus petits arrivent à bien contrôler la lésion. Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'être trop agressif comme on le fait avec les lésions tumorales. Donc là, on l'a vu précédemment, globalement, la lésion d'endométriose, et notamment l'endométriose pariétale, c'est des lésions qui ont des morphologies bizarres, ne sont pas toujours régulières d'un point de vue géométrique. Donc, c'est à nous d'utiliser plusieurs aiguilles pour conformer la morphologie de notre glaçon à la morphologie et à la taille de la lésion qu'on veut atteindre. Mais globalement, on n'a pas besoin de faire en sorte que la taille de notre glaçon dépasse trop les marges de la lésion que vous traitez. Et clairement, comme on l'a vu avec l'hydrodissection, donc on injecte souvent de l'eau ou dans des camps plus particuliers de CO2 pour écarter les organes qui doivent pas être congelés, donc les organes qui doivent être
protéger, et notamment la peau et possiblement les structures musculaires de la paroi abdominale. Alors, quels sont les avantages majeurs de la cryothérapie? Alors, tout d'abord, quand on fait la cryothérapie sous guidage d'imagerie, on va le voir dans les slides suivantes, bah, on arrive à voir le glaçon. Donc, en fait, en temps réel, on peut avoir un aperçu de la taille et de la morphologie de notre glaçon. Donc, en fait, on voit la croissance de notre glaçon et dès qu'il dépasse, il dépasse la taille de la lésion cible, bah, on arrête tout de suite. Donc, on n'a pas besoin d'aller trop loin, de faire des glaçons trop larges. Donc, en fait, le fait de pouvoir suivre en temps réel la croissance du glaçon, c'est bien évidemment un avantage majeur parce qu'on peut vraiment faire un traitement qui est bien ciblé pour la lésion qu'on est en train de traiter. Et donc, on adapte la morphologie et la taille du glaçon à la cible qu'on veut traiter. Et deuxième avantage majeur, notamment pour les lésions qui sont superficielles, on a vu tout à l'heure, au début de la présentation, que le glaçon a des propriétés anti-inflammatoires. On sait très bien, on a vu au départ de ces webinaires que la douleur est prévalentement une douleur d'origine inflammatoire. Donc, le fait d'avoir des propriétés anti-inflammatoires du glaçon permet aussi de soulager les douleurs. Ce qui fait en sorte qu'en fait, les phases post-opératoires, après une cryothérapie, sont beaucoup mieux supportées par les patientes par rapport en fait au même traitement fait avec des techniques d'ablathermie chaude. Donc, en fait, si on congèle la lésion, les patientes se portent mieux si c'est ce type de traitement par rapport à un traitement par radiofréquence, par exemple, ou par micro-ondes. Ça veut dire des traitements qui utilisent pas le froid, mais plutôt la chaleur. On a vu aussi que la cryothérapie, on a évoqué le fait que la cryothérapie, en fait, surtout dans le domaine de la radiologie interventionnelle, a été plutôt utilisée à partir des années 2000 dans le domaine de l'oncologie. Donc, on traite plutôt des tumeurs. La plupart des applications actuelles sont dans le domaine de l'oncologie. Et en fait, il n'y a pratiquement pas d'organes que nous ne pouvons pas traiter avec la cryothérapie. Les, euh, les cibles les plus fréquentes sont les cancers du rein, les cancers du sang, surtout chez les vieilles patientes qui ne peuvent pas être opérées, certains cancers aux métastases du poumon, les métastases osseuses, certains cancers du foie et les lésions tumorales des parties molles et des muscles. Donc, et la raison pour laquelle on traite avec la cryothérapie les lésions musculaires ou les lésions osseuses sont exactement les mêmes pour lesquels on utilise la cryothérapie au niveau de l'endométriose pariétale. Et donc, la possibilité de suivre en temps réel la croissance du glaçon et les propriétés analgésiques du glaçon lui-même. Là, vous voyez une image sur la droite d'un geste de cryothérapie. Donc, vous voyez les petits points blancs sont les différentes aiguilles qui sont insérées au sein des lésions qu'on doit traiter. Dans ce cas-là, c'était plutôt une tumeur des parties molles des muscles localisées derrière la colonne vertébrale. Donc, vous voyez qu'autour de ces petits points blancs, on a une image plutôt grise, un peu plus foncée. Et donc, cette image un peu grise foncée, c'est le glaçon qui est généré par chacun de ces aiguilles. Donc, chacune de ces aiguilles fait un glaçon et chaque glaçon va fusionner avec le glaçon à côté. Et au final, donc, on va avoir un glaçon unique et donc qu'on peut bien voir dans ce cas-là grâce au scanner, donc comme une image plutôt grise foncée. Et vous voyez que la partie superficielle, on a une petite bande blanche. Bah, ça, c'est l'hydrodissection. Donc, en fait, c'est du sérum physiologique, c'est de l'eau qui est mélangé avec un produit de contraste. Et donc, ces mélanges plutôt blancs est injecté entre les muscles et la peau pour écarter la peau, pour l'éloigner, pour éviter que la peau soit congelée. Donc, grosso modo, c'est ça qu'on a comme image lors de la réalisation d'un geste de cryothérapie sous guidage scanographique. Si on revient en fait dans le domaine de l'endométriose pariétale, et on sait que d'un point de vue historique, c'était plutôt la chirurgie qui était utilisée pour le traitement des nodules d'endométriose pariétale rebelles à la thérapie
médicamenteuse. Bah, aujourd'hui, en fait, on a une nouvelle thérapie, la cryothérapie, mais on n'a pas beaucoup d'études comparatives entre ces deux techniques. On a notamment cette étude qui a été publiée, c'est, je pense, le seul, dans lequel, en fait, les auteurs, ils ont comparé la cryothérapie à la chirurgie. Et alors, vous voyez très bien à travers ces tableaux récapitulatifs qu'en fait, en termes de complications, la cryothérapie a des performances beaucoup meilleures par rapport à la chirurgie. Donc, on a beaucoup moins de complications avec la cryothérapie par rapport à la chirurgie quand on traite l'endométriose pariétale. La durée d'hospitalisation est fortement baissée avec la cryothérapie. Donc, la cryothérapie est proposée en hôpital des jours. Donc, les patientes, elles rentrent à la maison le jour même. Tant qu'avec la chirurgie, elles sont obligées de rester à l'hôpital quelques jours. Et en termes des résultats cliniques, notamment en termes des soulagements, bah, la chirurgie et la cryothérapie ont pratiquement les mêmes résultats, voire des résultats un peu meilleurs pour la cryothérapie du fait des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, on arrive à nos conclusions. Donc, la cryothérapie percutanée est utilisée dans le domaine de la radiologie interventionnelle depuis une vingtaine d'années, depuis que des aiguilles très, très fines ont été produits par l'industrie par l'industrie des dispositifs médicaux. Ça nous a permis, au cours de ces 2 dernières décennies, de traiter pas mal de tumeurs dans pas mal d'endroits et d'organes différents. Mais grâce à cette expérience, on s'est rendu compte vite fait que en fait, cette technique pouvait être particulièrement adaptée pour la prise en charge de l'endométriose pariétale. Et c'est pour cette raison que depuis quelques années, on traite efficacement énormément de patientes partout en France et on espère bientôt dans tout le reste de l'Europe. Merci beaucoup pour votre attention et je suis bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions spécifiques. Alors, j'ai l'impression que quasiment toutes les questions ont trouvé réponse. Merci à C'est l'ensemble une des question. médecins qui gèrent. Oui, Stéphane? Il y a peut-être une question, peut-être tu peux le rappeler, Luigi, tu l'as dit, mais que devient le glaçon du nodule bien rappelé? Afshin a répondu, mais pour que je ne sais pas si tout le monde a pu voir la réponse dans le chat. Pardon Alors, Stéphane, j'ai pas trop bien Euh, compris ta C'est que question. devient le glaçon? Ah oui, en fait le glaçon, pour le créer, on a besoin de quelques minutes. Et une fois qu'on arrête la cryothérapie, bah, quelques minutes plus tard, il va se décongeler. Donc, en fait, il va fusionner et il reste plus rien. Il reste juste une cicatrice sur place. Donc, en fait, une dizaine de minutes après la fin du geste, bah, le glaçon, il va fondre et il restera, en fait, le fantasme, donc les cellules mortes qui ont été congelées et qui vont être éliminés au fur et à mesure, au fil du temps, par notre système immunitaire à travers un processus de cicatrisation. en fait, il faut dire que le nodule restera toujours palpable. Donc, il ne faut pas que la patiente s'inquiète que le nodule est toujours palpable parce que la nécrose survenue, le nodule est mort, mais le corps va prendre du temps pour le résorber. Normalement, après quelques semaines, ça devient de plus en plus molle et tout doucement, ça diminue de volume et ça disparaît selon le volume du nodule après plusieurs mois. Mais le nodule ne réagit plus aux hormones. Ça veut dire que ça ne répond plus au cycle, donc on ne le stimule plus. Merci, Afshin. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc, Afshin et Yasmine, on va peut-être vous laisser le mot de la fin. Je dirais, je Je vous voudrais, remercie tous pour l'organisation et je laisse Yasmine conclure. Merci beaucoup. J'allais justement vous remercier tous pour vos interventions qui étaient très claires, très précises et qui, j'en suis sûre, ont apporté énormément d'informations aux personnes qui ont participé à ce webinaire ce soir ou celles qui vont le regarder par la suite. Donc, merci infiniment, c'était vraiment très clair. Euh, Rappelez-vous qu'il n'y a pas une, mais des endométrioses et que chaque cas est unique et qu'effectivement, c'est difficile d'apporter des réponses
à tout le monde comme cela, mais bien évidemment, il faut être suivi par des professionnels compétents. Se rappeler aussi que la prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Donc, il y a le traitement hormonal d'un côté, le traitement antalgique et tous ces soins de support qui vont vous aider sur le quotidien, sur la gestion de la douleur. Et puis que grâce à ces nouvelles techniques comme la cryothérapie, ça va devenir beaucoup plus facile, entre guillemets, de traiter une endométriose pariétale, qu'on n'est plus condamné à souffrir de ces formes d'endométriose, qu'il y a des solutions qui existent et que voilà, sur notre site internet, vous avez toutes les informations pour savoir où vous adresser si vous êtes concerné par ce type d'endométriose. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié. Merci, merci encore à tous. Et puis, voilà, n'hésitez pas à contacter les bénévoles aussi de l'association qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions, vous aider, vous orienter, vous réexpliquer les choses. Euh, Elles sont formées pour cela. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les médecins, toute l'équipe médicale pour cette présentation de ce soir. Et de toute façon, un replay sera disponible et Endo France vous enverra le lien via ses réseaux sociaux comme d'habitude. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.